Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet épisode 11 de la saison 1 des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce 11e épisode, nous avons choisi de revisiter le rôle et les missions des fonds d'assurance formation. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Humblot, conseillère à la délégation Est de Vivea, le fonds d'assurance formation des entrepreneurs du vivant. Bonjour Madame Humblot. Bonjour. Eh bien, Alexa, je te laisse la parole. Oui, alors on va faire les petits rappels d'usage. On est au 11e épisode. Si vous nous suivez, vous avez l'habitude. Mais du coup, quelques petits rappels d'organisation et j'en profite pour saluer Madame en bleu directement également. Donc, vous avez dans votre barre de tâches la possibilité d'avoir accès à une rubrique de discussion. Vous pouvez échanger avec nous par ce biais-là, commenter les éléments qui vont vous être présentés. Vous avez aussi une petite rubrique de questions-réponses si vous voulez vraiment formaliser une question pour notre représentante de Vidéva. Les questions vont être reprises dans le cadre du webinaire. Je rappelle que le webinaire est enregistré, que le replay sera accessible sur le site d'Amphore et sur le site du JPFTLV de Bourgogne. Et puis que vous aurez accès par mail dans les quelques jours qui vont suivre ce webinaire à une infographie de synthèse qui reprendra les points clés qu'on aura vus ensemble ce matin. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 1 avant le repos estival. Merci Alexa. Eh bien, en tout cas, je remercie aussi Madame Humblot pour la présentation qu'elle va nous faire juste après. Et donc, avant de donner la parole à Madame Humblot, Alexa, peux-tu nous rappeler ce qu'est un FAF et peut-être nous expliquer la différence avec un OPCO? Alors oui Christine, et avant d'expliciter et d'illustrer avec Vivia, et je pense qu'on pourra rentrer sur des choses beaucoup plus précises, Mm. quelques rappels sur le fonds d'assurance formation. C'est pas forcément l'acteur qui est le plus connu dans notre environnement assez complexe de la formation professionnelle où on a beaucoup d'acteurs. Souvent d'ailleurs, il y a des confusions avec le rôle des opérateurs de compétences puisque il y a une certaine similitude dans le sens où ce sont des personnes morales qui sont agréées par l'État. Là, il y a une ressemblance entre Mm. le fonds d'assurance formation et l'opérateur de compétences. Autre ressemblance, ce sont des structures qui fonctionnent sur la base de ressources qui proviennent de contributions ou de cotisations. Donc ça aussi, on a ce système de contribution avec les opérateurs de compétences, mais les circuits financiers ne sont pas les mêmes. On n'est pas sur la même contribution d'ailleurs. On parle de contribution à la formation professionnelle qui sont payés par les non-salariés par rapport au fonds d'assurance formation, alors qu'au niveau des opérateurs de compétences, on aura la fameuse contribution unique, la CUFPA, qui va permettre ensuite, en fonction des redistributions de France Compétences, de permettre d'accompagner les entreprises. À la différence des opérateurs de compétences, on n'est pas non plus sur une composition paritaire, mais c'est très logique puisque c'est connecté à la spécificité des fonds d'assurance formation qui en fait représente un public cible particulier. Derrière les fonds d'assurance formation, on identifie les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales ou des professions non salariées. Donc c'est essentiellement la différence clé entre ces deux structures. Par contre, les opérateurs que sont les fonds d'assurance formation ont un rôle par rapport à la formation et peuvent accompagner les non-salariés et les indépendants en gérant notamment les demandes de prise en charge de formation, comme le ferait un opérateur de compétences. On a plusieurs fonds d'assurance formation aujourd'hui. La liste, vous la retrouvez assez facilement sur le site, par exemple, du ministère du Travail. Vous la voyez s'afficher, sachant qu'il y a des évolutions à venir. Donc, 2 points peut-être pour expliciter les choses. Donc, on a différents fonds d'assurance formation, une fusion à venir qui est travaillée depuis plusieurs années entre le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, le FIFPL,
nationale, et puis le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale, le FAFCA, donc qui devrait prendre corps en 2024 avec un nouveau conventionnement, avec un travail sur les contributions, sur le système d'information, sur l'accompagnement, etc., hein. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des phases d'audit qui sont en cours dans les deux structures. Ensuite, donc d'autres fonds, le FAFPM pour les professions médicales, la structure Vivia qui va être présentée par Madame Humblot juste après. Et puis, petite particularité, il faut savoir que le Code du travail autorise la création au sein d'un opérateur de compétences d'une section particulière qui va permettre d'accompagner des non-salariés ou des indépendants. D'où le fait que vous retrouviez dans la liste là au CAPIAT ou l'AFDAS, qui sont à la fois des opérateurs de compétences, mais des opérateurs de compétences qui ont une section qui gère l'accompagnement de non-salariés, comme les artistes-auteurs pour l'AFDAS et les professionnels de la pêche pour Ocapiat. Ce qui entretient parfois aussi la confusion entre les deux types d'opérateurs. Donc voilà un petit éclairage très rapide sur les fonds d'assurance formation. Je pense que l'intérêt, c'est surtout de donner la parole aux acteurs de terrain et puis de pouvoir illustrer avec Vivea le fonctionnement, l'architecture, le travail avec les organismes de formation. Donc je donne directement la parole à Madame Humblot. Eh bien, merci. Alors est-ce que déjà peut-être vous pouvez nous présenter un peu cette structure Vivea que peut-être tous nos participants ne connaissent pas bien? Oui, pas de problème. Donc, Vivea est donc un fonds d'assurance formation. Alors, c'est peut-être la diapo suivante, voilà. Il a été créé en 2001 par convention entre les organisations constitutives de la profession agricole. Donc, on retrouve à Vivea les 4 syndicats de la profession agricole, hein, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, plus connus sous le nom de FNSEA, les jeunes agriculteurs, mais aussi les syndicats que sont la Confédération paysanne et la coordination rurale. On retrouve également des organisations à vocation générale. Donc là, on a les chambres d'agriculture et puis le collège, la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole. Alors, Vivea est un fonds d'assurance formation. L'argent collecté est assimilé à de l'argent public. Donc, du coup, on a aujourd'hui, on a à Vivea 3 instances de tutelle que sont le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de l'Emploi et de l'Insertion, puis le ministère de l'Économie. Donc, on répond au Code des marchés publics, alors avec une procédure adaptée, donc on est sur les MAPA, et puis on est dans le Code du travail, et la gestion de Vivea se fait dans la transparence, l'équité et puis la qualité. Alors, le public de Vivea, ce sont les chefs d'exploitation d'entreprises agricoles. Donc, on a au niveau national 504 000 chefs d'entreprises agricoles. Également les collaborateurs d'exploitation, les aides familiaux, c'est un statut qu'on voit beaucoup moins maintenant, et les cotisants de solidarité. Donc, quand on parle du monde agricole, on parle des exploitations et des entreprises agricoles, donc toute production confondue, donc aussi bien les céréaliers que les éleveurs, et dans les éleveurs, tout type d'élevage, hein, que ce soit laitier, allaitant, les ovins, les caprins, les rénaculteurs, enfin, les gens qui font des escargots, les héliciculteurs, hein, toute la profession, tout l'élevage, et les céréales, la vigne. On a également les entreprises de travaux agricoles et les forestiers, et aussi les entreprises du paysage, les horticulteurs, les pépiniéristes, et les entreprises du secteur du cheval. Les missions de Vivea en tant que FAF, c'est de mutualiser la collecte. On a une diapo suivante qui montre quel est le circuit financier. En tant que fonds d'assurance formation, on a des missions par rapport à l'étude des besoins en compétences. Donc, notre travail, c'est de faire en sorte de connaître les besoins de nos contributeurs et puis de faire en sorte qu'ils trouvent dans l'offre de formation de quoi monter en compétences. Donc, on a aussi un travail pour orienter l'offre de formation et faire en sorte que les centres de formation puissent proposer des projets de formation qui correspondent aux besoins. En tant que fonds, on achète des prestations de formation auprès des centres de formation.
Et puis, pour grossir l'enveloppe dont on dispose, eh bien, on va aussi rechercher des cofinancements européens. Donc, ces dernières années, nous avons bénéficié de FEADER pour grossir notre enveloppe. La diapo suivante permet de voir un petit peu quel est illustrer un petit peu le schéma du fonctionnement de Vivea. Donc, les contributeurs et les contributrices cotisent à Vivea via la MSA, contribution volontaire obligatoire, hein, c'est le terme pour sa formation professionnelle. En moyenne, un chef d'exploitation va cotiser 112 € par an. C'est fonction du revenu, avec un plancher autour de 70 € et un plafond à 350. Mais la moyenne, elle est à 112 €. Cet argent, il est collecté maintenant depuis la réforme de la formation professionnelle par France Compétences. Une partie est prélevée pour le conseil en évolution professionnelle, 1%, 4% pour le CPF, et puis le reste revient à Vivea, les 95% autres reviennent à Vivea. Vivea avait négocié avec France Compétences par rapport au CPF, puisque nos chefs d'exploitation agricole se forment sur des formations de perfectionnement, mais peu de formations qualifiantes, longues en tout cas. Donc avec cet argent, Vivea définit, on a un conseil d'administration qui définit une politique, qui définit un plan stratégique, et puis une politique d'achat des formations, et lance tous les ans un appel d'offres auprès des prestataires de formation qui peuvent s'y inscrire. Donc, on finance en direct les prestataires de formation, et un agriculteur qui va dans une formation bénéficie en tant que chef d'entreprise, parce que là on est bien sur un fonds pour des chefs d'entreprise, il bénéficie du crédit d'impôt. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans d'autres webinaires, mais la loi de finances permet aux chefs d'entreprise qui se forment de bénéficier d'un crédit d'impôt, donc le SMIC horaire, fois le nombre d'heures de formation réalisées dans l'année, dans la limite de 40 heures. Et puis, pour les toutes petites entreprises, c'est quelque chose qui est multiplié par 2. Selon les départements, les chefs d'exploitation qui se forment bénéficient aussi du service de remplacement, enfin tous bénéficient du service de remplacement à taux préférentiel, mais avec des différences selon les départements. Et puis, Vivea est un fonds mutualiste, donc un chef d'exploitation a droit à une prise en charge de Vivea maximum de 3 000 € par an. Donc, ils cotisent 112 en moyenne, et ils ont un droit auprès de Vivea de 3 000 € par an. Je ne sais pas si c'est clair, mais je peux répondre si ça ne l'est pas. Il n'y a pas de questions pour l'instant. J'en profite pour vous dire que vous pouvez utiliser le chat pour poser ces questions. Je pense qu'il y aura peut-être des éléments de précision, mais ça a été très clair. Donc, les organisations constitutives de Vivea, donc ce sont ceux qu'on a cités tout à l'heure. Et puis, donc, au niveau national, ces gens-là sont représentés, ainsi que nos instances de tutelle. Mais aussi, c'est une organisation politique qu'on retrouve dans chaque région, avec un comité régional Vivea, qui est donc composé, alors là, on a le nom de nos élus qui siègent au comité Vivea Bourgogne-Franche-Comté, donc qui représentent les différentes OPA mondantes. Au niveau de l'organisation technique, du coup, on va peut-être passer sur la diapo suivante. On est organisé en délégation. Donc, Vivea, on est en tout 70 salariés, avec un siège parisien et puis 5 délégations. Donc, nous, on fait partie de la délégation en orange sur notre carte, donc qui regroupe 4 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, et puis les Antilles, Guadeloupe et Martinique. Donc 4 comités régionaux et 4 régions. Donc, au niveau de l'organisation administrative, dans cette délégation, nous avons une déléguée qui est Catherine Carry, 2 assistantes qui instruisent les projets de formation qui sont déposés par les centres et qui répondent au téléphone et font un certain nombre de contrôles. Et puis, nous sommes 5 conseillers. Donc, je suis conseillère en Bourgogne-Franche-Comté, plus spécifiquement en Franche-Comté. J'ai une autre conseillère qui s'appelle Yolande Moulaine sur la Bourgogne. Et puis, dans la région Grand Est et pour les Antilles, ils sont 3 conseillers. Au niveau du siège parisien, donc nous, notre boulot de conseiller, parce que c'est peut-être l'occasion de le dire à cet endroit-là, c'est de développer la formation, d'impulser des projets, de faire en sorte que les centres de formation répondent à nos sollicitations, d'accompagner les
prescripteurs, les partenaires qui auraient des projets ou qui souhaiteraient accompagner leurs adhérents pour une montée en compétences. Donc, on fait un travail de terrain. Les conseillers, on est sur le terrain. Au siège, nous avons les fonctions support, tout ce qui est la direction, les services informatiques, comptables, et puis les services de paiement des dossiers. Voilà par rapport à l'organisation technique. Rapidement, on peut revenir si ça intéresse. Alors, nos élus définissent tous les 6 ans, définissent un plan stratégique et des orientations. Et donc, pour le conseil d'administration de Vivea, il est important d'accompagner les chefs d'entreprise sur des compétences dites stratégiques. Donc, on a 5 types aujourd'hui de priorités, des formations, des compétences et donc du coup des formations qui sont prioritaires pour Vivea, qui sont celles qui permettent de conforter la position du chef d'entreprise. Là, on a toutes les formations qui concerneront la stratégie, la gestion d'entreprise, mais aussi la communication, l'attractivité des métiers, et puis une problématique forte aujourd'hui dans le monde agricole qui est la transmission des entreprises, puisqu'on a près de 50% de chefs d'exploitation qui ont plus de 50 ans. Donc, il va falloir que ces gens-là puissent transmettre leur exploitation. Une deuxième priorité pour Vivea est la création de valeur. Comment on ramène de la valeur ajoutée, comment on la garde, comment on la ramène dans les exploitations. Donc, on cherche des formations pour permettre de s'adapter au marché, peut-être de s'engager dans des démarches de progrès, de certification. Tout ce qui est aussi développement de nouveaux circuits de commercialisation, et puis tout ce qui est organisation collective. La troisième priorité pour Vivea, qui remporte de plus en plus de succès, c'est ce qui permet aux chefs d'entreprise de préserver l'environnement, le climat et le bien-être animal. C'est un peu des préoccupations de la société aujourd'hui. Et donc, c'est comment on permet aux chefs d'exploitation d'adapter leur système aux transitions agroécologiques, au changement climatique, à l'économie d'énergie ou à la production d'énergie. Comment on permet, par rapport aussi à tout ce qui est agronomie, de faire des économies, mais aussi de réduire les intrants dans les exploitations, donc tout ce qui est produits phytosanitaires, diminuer l'empreinte carbone et favoriser aussi le bien-être animal, puisque c'est une préoccupation aussi qui est de permettre aux chefs d'exploitation non seulement de respecter, de répondre à des obligations réglementaires, mais aussi de répondre au bien-être animal aujourd'hui, c'est une préoccupation. La quatrième priorité, c'est de développer l'efficacité et la qualité de vie au travail. Donc, c'est permettre de favoriser la performance des entreprises, la qualité du travail des chefs d'exploitation, le management, et puis tout ce qui est aussi gérer les collectifs de travail. Et une priorité qui apparaît depuis 2020, qu'on n'avait pas avant, les autres, on les avait déjà avant, peut-être écrites un peu différemment, mais on les retrouvait déjà. Et cette nouvelle priorité donc, qui est apparue en 2020, qui est déployer des solutions digitales. Donc, comment aujourd'hui on optimise et on intègre le numérique dans son entreprise pour que les chefs d'exploitation aujourd'hui maîtrisent un peu les datas qu'ils produisent. Donc ça, ce sont les priorités stratégiques de Vivea. Pour autant, on financera, mais on verra après, d'autres types de formations, mais c'est les formations qui nous sont jugées prioritaires par Vivea. Dans nos territoires, donc notre appel d'offres, il est national, avec des priorités stratégiques et d'autres, les centres de formation y répondent, et dans nos territoires, les élus, au niveau du comité régional, définissent un plan d'action. Donc là, on vous présente celui de 2023. Nos élus impulsent, tirent, pour permettre de mettre en place des formations sur la transition agroécologique, la création de valeur. Quelque chose qui est important aussi par rapport à nos élus, c'est la communication positive. Vous voyez dans les diapos, il y a des petits ronds à ouest. Donc, pour ces sujets-là, on a des appels d'offres spécifiques en Bourgogne-Franche-Comté, qui sont en fait des demandes auprès des centres. S'ils développent des formations sur ces thématiques-là, avec un certain nombre de conditions, d'objectifs, de durée, de formateurs, de modalités pédagogiques, c'est des formations qu'on payera beaucoup mieux que notre grille habituelle. On a également
dans les projets, puisque c'est un document recto verso, donc le verso, on a un travail qui est fait aujourd'hui avec la filière Comté sur le massif jurassien pour que des formations se mettent en place pour les éleveurs du massif jurassien. Les deux dernières cases, on travaille sur des projets pour 2024 autour du travail, autour de l'organisation, de l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, pour aussi permettre de développer des formations sur ces sujets-là. Et sur la transmission d'exploitation, on avait un précédent appel d'offres spécifique qui s'est terminé en 2022, 1er janvier 2023. Nos élus sont en train de réfléchir pour impulser de nouveau des formations sur ces thématiques-là. Et puis, répondre aux besoins, on est toujours en veille pour mobiliser les structures agricoles, les filières, les organisations économiques, pour que quand dans leur structure, il y a une préoccupation, il y a un besoin, on puisse adosser de la formation, faire en sorte que des formations soient proposées. Voilà par rapport au plan d'action sur Bourgogne-Franche-Comté. Pas de questions pour l'instant. Je continue à dire que vous pouvez compléter et poser, ou faire des remarques peut-être, ou partager des retours d'expérience aussi en fonction de votre place dans le système de formation. Si vous travaillez déjà avec Vivea, ça peut être aussi intéressant de partager vos retours d'expérience, donc n'hésitez pas. La rubrique de discussion est ouverte. Donc aujourd'hui, on est sur des pratiques complètement dématérialisées, avec un appel d'offres permanent. Donc, et on travaille donc directement auprès des prestataires de formation. Ce sont eux qui nous proposent des projets de formation. On ne rembourse jamais un chef d'exploitation qui arrivera avec une facture. Par contre, on conventionne avec les centres de formation. Donc, notre appel d'offres, il est publié généralement début novembre, enfin fin octobre, début novembre sur notre site. Et les centres de formation peuvent déposer, quels qu'ils soient, peuvent déposer sur le site des projets de formation au fil de l'eau. On agrée les projets de formation, on ne référence pas les centres de formation, enfin, ils se créent sur notre site et puis après, ils se créent un compte et après, ils déposent des projets. Alors je dis, on n'agrée pas les centres de formation, il y a des dispositifs spécifiques sur lesquels il faut que les centres de formation soient agréés. Je pense par exemple à Certifito pour certains. Donc on travaille en direct avec les centres de formation qui déposent sur notre site des projets. On donne un accord de financement, donc ils peuvent déposer, on a un calendrier, toutes les 3 semaines, on a des sessions d'instruction, les centres de formation déposent, on examine et on instruit les projets, ça c'est nos assistantes et bien avec nous qui faisons, on donne un accord financier, la formation peut se réaliser le lendemain. Et ainsi de suite. On a 16 sessions par an, il en manque une au mois d'août, mais autrement on a des sessions toutes les 3 semaines. Et donc, quand le dossier de formation est terminé, le centre de formation saisit sur le site les présences des stagiaires et envoie les certificats de réalisation et on met au paiement. Alors justement, quelles sont les formations financées par Vivea? Alors, on a des formations, donc on en a parlé, donc stratégiques, on a vu tout à l'heure, et puis on a des formations plus techniques. On finance également des formations, j'allais dire plus basiques, pas forcément basiques, mais plus techniques, qui arrivent sur de la réglage de pulvée pour des céréaliers, du choix de semences, de réglage d'outils pour les céréaliers par exemple, sur la vigne, de taille de vigne, de choix de produits, voilà. Et puis pour les éleveurs laitiers, dans les formations techniques, on retrouve des formations sur le parage des pieds des bovins, sur l'alimentation, ce genre de choses. Ce qu'on voit beaucoup se développer aujourd'hui sont les formations qui concernaient notre priorité 3, préserver l'environnement, le climat, le bien-être animal. On a aujourd'hui beaucoup de formations sur les techniques alternatives. Et puis, on a aussi des formations en stratégie et en recherche de valeur ajoutée, puisque les chefs d'exploitation aujourd'hui cherchent à ramener de la valeur ajoutée sur les exploitations. Et je crois qu'il y a une diapo ensuite qui permet d'illustrer un peu ça. Alors, ce qu'on finance, on finance des formations. Donc, pour qu'il y ait formation, ce qu'on demande, c'est le petit carré, c'est ce qui est à gauche, on demande à ce que ça soit de la formation, donc des objectifs, il faut qu'il y ait des objectifs, un contenu, des moyens, des temps d'acquisition de compétences, une évaluation. Ce qu'on ne finance pas, ce sont les journées techniques, les réunions d'information, les réunions de démonstration, le conseil. Voilà, classique. On finance toute action concourant au développement des compétences, donc de la formation collective, mais aussi des formations individuelles.
j'y reviendrai là-haut. Les parcours individualisés, on finance de la formation intégralement à distance. Ce qu'on a essayé de développer depuis quelques années, ce sont les formations qu'on appelle, nous, mixtes digitales, avec à la fois du présentiel en groupe et du distanciel, des séquences en salle, sur le terrain, et puis de l'accompagnement individualisé. Dans les formations individuelles, juste un petit zoom, alors ce n'est pas la majorité de nos formations, hein, ça représente, je sais pas, peut-être 90% de nos formations sont des formations collectives, mais on a aussi des formations individuelles. Donc dans les formations individuelles, on a des formations réellement individuelles, type bilan de compétences, VAE, les permis, poids lourd, super lourd, remorque, et puis des formations qui visent une reconversion professionnelle. Donc dans ces formations-là, on peut avoir des chefs d'exploitation qui vont aller rejoindre un groupe dans un Greta, dans une autre structure, pour se former à toute autre chose que le monde agricole. Des gens qui vont à l'ARS, qui se forment pour se reconvertir. Donc, qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? Des gens qui voulaient être liquidateurs judiciaires, des gens qui voulaient partir dans les métiers du bâtiment pour faire des diagnostics énergétiques, enfin, tout type de formation. Alors, ça peut être de la formation individuelle, ça peut être aussi le chef d'exploitation va être le seul ressortissant Vivea dans un groupe. Et puis aujourd'hui, pour qu'il y ait montage d'un dossier de formation, il faut que la formation fasse minimum 7 heures, mais le scoop, nos centres de formation sont pas encore au courant, le scoop, le conseil d'administration de Vivea de la semaine dernière a voté le fait de faire tomber cette barrière de 7 heures minimum. Donc, on pourra aujourd'hui financer des formations de moins de 7 heures. Alors, je ne sais pas à partir de quand, je ne sais pas si ça sera vraisemblablement début d'année 2024, mais on n'a pas encore l'information sur la mise en œuvre de cette nouvelle mesure. Je sais pas ce que je peux... Merci pour le scoop, c'est bien de le partager directement pendant le temps fort. Je profite parce qu'il y a une question concernant la VAE. Alors, on est dans une logique de réforme de la VAE et la question, c'est de savoir si, par rapport à la réforme de la VAE, des actions qui seraient intégrées dans des logiques de VAE inversées, donc avec le nouveau financement, contrat de professionnalisation de la VAE et puis de la formation terrain ou de l'action de formation en situation de travail, sont des choses sur lesquelles vous travaillez et seraient éventuellement prioritaires en termes de financement. Alors Voilà la question. Aujourd'hui, on n'a pas de priorité de financement. On a suffisamment d'enveloppes pour financer tous les projets de formation qui nous sont proposés. Donc, on a des priorités en termes de financement, donc on en finance certaines mieux que d'autres. On a vu tout à l'heure, on parlait des priorités stratégiques de Vivea. Une formation prioritaire sera mieux financée qu'une formation technique. Aujourd'hui, on finance la VAE et demain, on la financera. C'est une modalité de formation et on la financera. Je peux guère en dire plus aujourd'hui, puisqu'en fait, on s'adaptera, je dirais, aux évolutions et on s'adaptera. Mais oui, aujourd'hui, Vivea finance sans problème ce type de formation, donc il y a pas il continuera à le faire. Mais je ne peux pas en dire plus pour le coup. Merci beaucoup. Je pense que ça a répondu à la question. C'est vrai que sur la réforme de la VAE, on n'a encore pas. Alors sur ce volet-là, sur la VAE inversée, on a le texte, mais on n'a pas non plus les autres textes, toutes les mesures réglementaires qui permettent d'avoir le modèle complet de fonctionnement du nouveau système. Je vous laisse peut-être reprendre sur Oui, les modalités pédagogiques. Voilà, on est dans de la formation professionnelle pour adultes. Donc, ce qu'on recherche dans nos formations, ce sont des animateurs, des facilitateurs. On peut avoir des experts dans les formations, mais ce qui nous importe, nous, c'est d'avoir des formations où l'échange a lieu, où les stagiaires peuvent travailler sur leur propre cas, échanger entre eux, puisque quand on fait on fait tous les ans une enquête auprès des contributeurs, qui est confiée à un cabinet extérieur, PeopleVox nous fait, et on demande aux gens qu'est-ce qui leur a permis de monter en compétence dans les formations qu'ils ont suivies. Donc il y a bien sûr l'intervenant. Ce qui arrive en deuxième, c'est les échanges avec les autres participants. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche dans les formations quand on instruit les projets.
veut pas de formation descendante, on cherche des formations où il y ait bien ces temps d'échange, d'appropriation par les stagiaires. Puisque je vous disais tout à l'heure, on a poussé nos centres de formation vers du mixte digital pour que nos chefs d'exploitation, qui sont des chefs d'entreprise, donc qui ne bénéficient pas forcément beaucoup de temps, puissent aussi avoir des formations dans lesquelles on leur propose du temps à distance, peut-être en amont du temps en présentiel, pour laisser plus de temps aux échanges dans les formations présentielles. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on aurait peut-être dû remonter cette diapo tout à l'heure, donc notre appel d'offres permanent auprès de Vivea, donc on a les priorités dont on a parlé tout à l'heure, puis on voit quelles sont les différentes thématiques que ça recouvre. La priorité 6, donc les formations techniques, hein, qui concernent la comptabilité, l'informatique, la bureautique. Je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de formation technique animale, mais il y a aussi ces formations-là. On a une ligne spécifique sur les formations préparatoires au certificato, puisque c'est une formation obligatoire et il y avait des gros volumes, puisque tout chef d'exploitation doit se former pour appliquer des produits phytosanitaires, acheter ou appliquer des produits phyto. Donc du coup, c'était des gros volumes, on en avait fait une ligne spécifique, et puis la priorité 8, on en a parlé, pour tout ce qui est formation diplômante, certifiante de reconversion, bilan de compétences, VAE se trouve là. Et on finance mieux les formations, les 5 priorités, les 5 premières priorités. Pour Bourgogne-Franche-Comté. En Bourgogne-Franche-Comté, on a financé l'année dernière, en 2022, 1235 dossiers de formation. Donc, ça a représenté... donc, on a en Bourgogne-Franche-Comté 30 785 contributeurs. Et on a eu 5 591 bénéficiaires. C'est des bénéficiaires, ce n'est pas des stagiaires, c'est-à-dire qu'on a plus de stagiaires. Mais le bénéficiaire, il est comptabilisé une fois, un stagiaire peut se former plusieurs fois. Les formations collectives, c'est la majorité des formations qu'on finance, en moyenne font un peu moins de 2 jours. Et puis, on finance 7 stagiaires en moyenne par dossier de formation. On n'a pas de minima. Un centre, il peut nous déposer pour 2, pour 3, pour 15. Au-delà de 15, au-delà de 12, on interroge les modalités pédagogiques, hein, puisque ce qu'on veut, c'est que les stagiaires puissent avoir de la place pour parler de leur... échanger sur leurs propres pratiques. Donc, on interroge après les modalités pédagogiques. Mais un centre de formation peut nous déposer un dossier à partir de 1, plus de stagiaires. Donc, quand on regarde du coup le taux d'accès, c'est-à-dire le nombre de stagiaires, de contributeurs à Vivea qui se sont formés, eh ben, on est sur un taux d'accès de 18,2%, ce qui est beaucoup pour un fonds de formation, parce que là, on s'adresse quand même à des chefs d'entreprise. Quand on regarde d'autres fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise, le taux d'accès est plus faible. En Bourgogne-Franche-Comté, l'année dernière, Vivea, ça a représenté 2,55 millions d'euros financés au centre de formation. C'était une petite année de formation en 2022. Et le prix d'achat moyen de nos formations est de 28,6 € de l'heure. Je vous disais tout à l'heure qu'on a des formations techniques qu'on paye moins, donc on est plutôt sur du 25, et des formations, voire un peu moins pour des formations très récurrentes comme le certificat, puis des formations qui rentrent dans nos appels d'offres spécifiques, on peut monter jusqu'à du 50 € de l'heure stagiaire. Rapidement, sur qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, je crois qu'il y avait une dernière diapo qui se forme le plus. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, donc on travaille à partir, qui sont nos contributeurs, ce sont essentiellement donc, des gens qui font de l'élevage bovin, donc qui sont 29,8%. Et donc, ils représentent 31%, 31,6% de nos bénéficiaires, par exemple. Donc, ils ont un taux d'accès de 19,3%. Donc, on arrive à toucher assez bien, au moins dans la moyenne, les céréaliers, les éleveurs, les bovins, les viticulteurs. On a plus de mal à financer la formation des paysagistes, hein, puisqu'ils ont un taux d'accès de 3,3%. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se forment pas, mais ils n'utilisent peut-être pas le fonds Vivea. Et puis les forestiers sont aussi des gens qui se forment peu, qu'on touche. Alors on travaille avec Pro ETF maintenant, mais voilà, c'est des contributeurs qu'il faut qu'on aille chercher, mieux travailler avec eux. Voilà ce qu'on avait préparé comme diaporama pour vous laisser le temps peut-être de poser des questions, répondre aux questions. Je ne sais pas si c'était clair. Alors,
Pas d'autres questions pour l'instant, mais les questions vont sans doute venir, dans le cadre de des échanges, parce que là, on a déroulé beaucoup d'éléments. Peut-être que moi, je peux vous en poser une, en attendant que chacun puisse, donner les éléments au niveau du chat. Heu ça fait écho à la remarque de Valérie Comès qui, citait Ocapiat, par rapport, au contrat de professionnalisation. C'est de savoir un petit peu comment Vivea se place dans on va dire la cartographie des acteurs, c'est-à-dire le travail que vous faites peut-être en relais avec Ocapiat, puisqu'il y a une proximité forcément au niveau des publics et peut-être avec des acteurs de l'accompagnement. Alors, on travaille avec Ocapiat sur certains projets quand il faut former à la fois les chefs d'entreprise et et les salariés des exploitations agricoles, hein, puisque les salariés, c'est Ocapiat. Donc, il y a des cahiers des charges qui sont travaillés par le ministère, Ocapiat et Vivea, pour un certain nombre de formations sur le bien-être animal, euh, sur Certifito, on a travaillé avec Ocapiat. Voilà, après un centre de formation peut très bien déposer, c'est en particulier en viticulture où le salariat est le plus important, un centre de formation peut déposer un projet à Vivea pour les chefs d'exploitation et à Ocapiat pour les salariés. On a le même dossier, il va déposer 2 demandes de financement pour les différents participants. En plus, hein, peut aussi aller voir le CP, France Compétences pour les gens qui viendraient dans des formations plutôt destiné à un public agricole, quoi, sur les projets. Et puis l'autre question, l'autre demande, c'était pas Ocapiat, C'était c'était... sur les accompagnements, sur les acteurs de l'accompagnement plutôt, il y a des acteurs, particuliers, qui accompagnent, on va dire, plutôt, dans le cheminement, de la réflexion sur la formation. Alors, quand on a des contributeurs qui nous appellent et qui sont en interrogation par rapport à... Alors, leur devenir ou leur positionnement, ou peut-être en recherche de reconversion, mais c'est vraiment pas du tout la majorité de nos chefs d'entreprise, des contributeurs Vivea. Donc ces gens-là, effectivement, on leur parle du CPF, on leur parle du on leur parle du CEP, puisqu'ils bénéficient aussi, ils ont la possibilité aussi de bénéficier du conseil en évolution professionnelle, pardon. Et puis on pousse aussi vers les bilans de compétences, où la VAE, moins, mais les bilans de compétences, oui, quelqu'un qui s'interroge aujourd'hui sur sa reconversion, on pousse pour qu'il aille faire un bilan de compétences. Donc, on en informe souvent les agriculteurs, quand ils s'interrogent sur une formation, ils vont s'adresser à la chambre d'agriculture, ou à leurs relais habituels, connus, locaux. Donc, les centres de formation nous renvoient les chefs d'exploitation qui s'interrogent sur leur devenir, quoi. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les principaux centres de formation, alors on travaille l'année dernière, je crois qu'on a travaillé avec 160 centres de formation. Alors il y en a, on les voit juste pour un dossier, et puis on en a d'autres qui font le gros volume, et les principaux centres de formation qui dispensent de la formation pour les chefs d'entreprise, ce sont les services formation des chambres d'agriculture. En Franche-Comté, ce sont des ADF, hein, mais qui sont aussi implantés dans les OPA. On a aussi le syndicalisme qui dépose des formations. Spécifiquement, on a Bio Bourgogne qui travaille plus pour les bio, donc eux déposeront des formations plutôt à destination de ce public-là. Les AFOC sont des centres de formation et de comptabilité qui déposent aussi des formations, et puis les CFPPA, les maisons familiales, et puis tout centre de formation qui a une demande pour un chef d'exploitation. On a beaucoup d'auto-écoles, on a Greta, l'occasion. Alors, je regarde, je n'ai pas d'autres questions. Vous pouvez éventuellement, si c'est le chat qui vous arrête, hein, demander à prendre la parole pour poser la question. Il n'y a pas de problématique. Vous levez la main et puis on vous donne la parole. Effectivement, donc ça fait beaucoup d'organismes de formation. Après, tout est dématérialisé et comme vous l'avez dit, ça veut dire, soit c'est un dossier, soit c'est X dossiers, fonction des formations. On a compris que vous travaillez en partenariat assez resserré avec Ocapiat parce qu'effectivement, l'intérêt, c'est peut-être, pour certains sujets de pouvoir mêler, le salarié, le chef d'entreprise et avoir quelque chose qui, soit monté, de façon cohérente pour que tout le monde parte en formation, au même moment sur le même sujet avec les mêmes objectifs. C'est ça. Et puis, on a aussi, pour les centres de formation, déposé un projet. Donc, on a vu, on finançait, je sais plus,
chiffre exact, mais à 28,60 € de l'heure stagiaire. Si vous n'avez que 3 chefs d'exploitation qui sont intéressés, c'est difficile de monter une formation collective. Enfin, c'est possible, mais du coup, ça veut dire qu'il y a un reste à charge. Vivea ne prend pas tout en charge, donc ça veut dire qu'il y a un reste à charge pour l'exploitant qui est important. Le fait de mixer des publics sur des thématiques, je ne sais pas quoi, moi, de taille, de réglage d'un pulvé ou voilà, je ne sais pas, on peut mettre dans la même salle des salariés et des chefs d'entreprise. Donc, pour le centre de formation, ça nous permet d'avoir un groupe. Alors, économiquement, c'est plus intéressant puisque du coup, voilà, il y a un financement plus grand. Et puis, pédagogiquement, c'est aussi beaucoup plus intéressant parce que plus de salaire, plus de stagiaires, plus d'échanges. Donc, oui. Après, chaque OPCO ou FAF a ses procédures différentes. Nous, Vivea, on agrée les projets au fil de l'eau. Toutes les 3 semaines. Donc, Ocapia travaille différemment avec un appel d'offres maintenant pour l'année prochaine. C'est différent. Oui, on va le retrouver sur tout l'écosystème, cette différence entre les opérateurs au niveau des procédures, même si on peut dire que dans les grandes tendances, tout est à peu près dématérialisé et puis il y a un accompagnement sur la logique de prise en charge. Mais effectivement, les priorités sont différentes, les deadlines sont différentes et les pièces qui peuvent être demandées peuvent être différentes également. Ouais. On est d'accord. Mais c'est vrai que cette mixité, elle est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez quand même à avoir un taux de participation et de sollicitation qui est important parce que c'est pas le public qui est toujours le plus facile Oui. à trouver en formation quand on regarde les chiffres globaux de la formation souvent. Et c'est pour ça aussi peut-être que les fonds d'assurance formation sont moins connus dans l'environnement de la formation. On dit souvent que les indépendants, hein, les commerçants, etc. Et c'est la même chose pour les chefs d'exploitation agricole, sont les publics un peu éloignés de la formation et avec beaucoup moins d'accès. Donc le chiffre, oui, moi, m'interpelle. On dit toujours, enfin moi je dis aux gens que je croise, aux contributeurs, aux centres de formation, aux OPA, enfin soyez fiers de ce taux d'accès à la formation. Les agriculteurs se forment énormément quand on regarde par rapport à d'autres catégories socio-professionnelles, d'artisans, des métiers de la bouffe, un boulanger, ces gens-là se forment moins que les chefs d'exploitation. Après, le monde agricole est très bien organisé, donc ils ont aussi quelque part des centres de formation qui proposent des formations adaptées en termes d'horaire, en termes de proximité. Et effectivement, une formation pour des éleveurs laitiers commencera pas avant 9h30, se terminera à 5h30 au plus tard, voire durera moins de 7 heures. Donc, ça va aussi faciliter peut-être l'avenue en formation d'exploitants puisqu'ils font leur travail avant. Tous n'utilisent pas le service de remplacement. Donc, ça veut dire que quand ils viennent en formation, ils ont fait du travail avant, ils en font après en rentrant, mais ils se libèrent quand même pour se former, quoi. Oui, d'où le fait que les formations soient très adaptables et doivent être adaptées aux Au contraintes de public. terrain. Après, le monde agricole évolue très très vite, et que ça soit au niveau technique, au niveau administratif, au niveau réglementaire. Donc, il y a des formations qui sont aujourd'hui obligatoires pour les chefs d'entreprise sur le bien-être animal. On a parlé du certifito, donc le fait d'appliquer des produits phytosanitaires, il faut vous former pour pouvoir passer des tests pour pouvoir avoir accès à ces produits-là. Le monde agricole se forme vite, enfin beaucoup. Alors Valérie Comès avait levé la main pour prendre la parole. Hop, je vais permettre de parler. Hop. Valérie, normalement, si vous activez votre micro, vous pouvez directement. Bon, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. J'avais une question concernant, donc je me présente déjà, Valérie Comès, je suis l'animatrice des réseaux CFA, CFPPA de Bourgogne-Franche-Comté. J'avais une question parce que je ne suis plus au fait des certifications qui sont exigées ou qui sont demandées peut-être par Vivea en matière de formation professionnelle, c'est-à-dire que les centres sont en lien, donc ont une obligation de certification sur Calliope. Est-ce qu'il y a un référentiel Vivea et comment il se positionne vis-à-vis de Calliope? Enfin voilà, je ne suis plus au fait, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Vivea avait développé il y a une dizaine d'années, sa propre, enfin une certification, c'est pas sa propre puisque qui s'appelle Calicer, qui était faite par SGS. Donc et les centres qui donc s'engageaient dans cette certification, Vivea finançait mieux les formations
pour les centres qui étaient dans une démarche de qualité, dans cette démarche-là de qualité. Puis elle en reconnaissait un certain nombre d'autres en fonction des référentiels des certifications qualité. La réforme donc oblige les centres de formation qui travaillent avec des fonds, avec des financements publics, d'être aujourd'hui Calliope. Mais dans le texte de loi, l'État, je ne sais pas qui a fait le texte, mais a oublié les FAF. Donc, en fait, Vivea n'a pas l'obligation de travailler avec des centres de formation qui sont en démarche qualité minimum aujourd'hui Calliope. Donc, on travaille encore avec quelques centres de formation qui ne sont pas Calliope et qui ne sont pas non plus SGS. Pour autant, on fait dans la demande de financement, on a un certain nombre dans les demandes de financement qui nous sont proposées, on a un certain nombre de points qui nous permettent de juger si on est bien dans de la formation. Et puis, on fait des contrôles auprès des centres, de tous les centres. Hein. Donc, ceux qui sont Calliope, ils nous fournissent leur attestation Calliope. Les autres, on leur demande de nous montrer qu'ils sont bien des centres de formation qui font un travail de qualité. Les nouveaux centres entrants, on va aussi les rencontrer. On essaie d'aller voir les centres de formation qui travaillent avec nous pour la première fois. Alors, au bout de 3 demandes pour des formations collectives, on rencontre les centres de formation. Merci. Alors pareil, hein, s'il y a d'autres questions, si vous préférez prendre la parole, n'hésitez pas à la demander en levant la main, comme ça je vous donne directement la possibilité de vous exprimer. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant sur le chat. La question qualité, effectivement, n'avait pas été intégrée noir sur blanc au niveau du support, donc c'était très intéressant de le réexpliquer. Le législateur parfois fait des petits oublis et effectivement, la réglementation sur les fonds d'assurance formation, finalement, il y a 2 articles du code du travail et c'est à peu près tout. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour, mais bon, après, l'idée, c'est de travailler avec des centres qui sont dans des démarches qualité. Pour un fonds de formation, ça garantit un travail bien fait. Peut-être en complément par rapport à la qualité, donc on est effectivement complètement dématérialisé aujourd'hui. Et on travaille, mais les centres, on fait du contrôle, hein, alors, beaucoup de types de contrôle, hein, on contrôle les demandes de financement qui nous sont déposées, nos assistantes instruisent les projets, on contrôle a posteriori un certain nombre de dossiers, donc on demande au centre de formation de nous fournir les justificatifs qui permettent d'attester de la présence des stagiaires, donc les feuilles d'émargement, et on contrôle par rapport à ce qu'ils ont pu nous saisir sur le site. Sur des dispositifs spécifiques, on demande aussi des pièces probantes, tout ce qui est temps à distance, tout ce qui est accompagnement individualisé, transfert des acquis, on demande des retours pour pouvoir tester la réalité de l'action de formation. Je n'ai pas dit, mais on fait aussi du contrôle inopiné sur site. Les conseillers, on va régulièrement, plusieurs fois, on a un certain nombre de contrôles à faire sur site et on va voir si les gens sont bien à l'endroit où ils avaient prévu d'être, si les centres de formation font bien leur travail. En fait. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Je vais redonner la main à Christine. Oui, écoutez, moi je vais d'abord remercier infiniment Madame Humblot pour toutes ces informations autour de l'activité du Fonds d'assurance formation Vivea qui nous a permis aussi de rafraîchir nos connaissances. Et donc, je trouve qu'effectivement, c'est hyper intéressant de bien revenir sur cet accompagnement que peut avoir ce FAF auprès des futurs entrepreneurs, sachant aussi que bien pour ce genre de personnes, c'est pas toujours simple de savoir auprès de qui s'adresser. Et dans cet accompagnement, la place du FAF est hyper importante dans ces moments-là. Donc, un grand merci à vous Je vous en prie. pour toutes ces explications. Merci. Alexa? Eh ben, je me joins aux remerciements. Je trouve que c'était très clair et je trouve que c'est intéressant de mettre en lumière des acteurs qu'on ne met pas toujours en lumière et qu'on connaît peut-être un petit peu moins.
du coup, ça permet aussi de voir d'autres liens entre les acteurs du système de formation et ça, c'est très intéressant. Donc, vous allez pouvoir avoir accès, juste à la clôture du webinaire à une toute petite enquête avec peu de questions, mais qui nous permettent de savoir, ce que vous avez pensé de l'événement, de l'organisation, de nous donner éventuellement 1 ou 2 thèmes pour, la saison 2 puisque les temps forts vont s'arrêter pour l'été, mais redémarreront, sur le mois de septembre. Donc, voilà, n'hésitez pas à compléter la petite enquête, c'est assez précieux pour nous, dans notre système d'amélioration continue. Complètement. Bien, merci beaucoup. Eh bien, les temps forts vont passer en mode estival, mais ils continuent, hein, comme l'a dit Alexia. On passera en saison 2. Donc, vous pourrez nous retrouver donc, dès la rentrée de septembre avec quelques nouveautés, comme les rendez-vous de la réglementation. Donc, Alexia aura un gros travail là-dessus. Et puis, donc, pour septembre, nous accueillerons le chargé de mission régional de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour un temps fort illettrisme et formation que nous n'avions pas pu mettre en œuvre précédemment. Donc là, on le mettra en avant dès septembre prochain. Donc, on vous souhaite de très, très belles vacances et puis un bel été et à bientôt pour la saison 2 des temps forts. Merci. Merci à tous. Merci encore à tous et à bientôt pour, la saison 2 avec son lot de nouveautés et avec, différents thèmes. On essaiera de continuer à varier les thèmes, et les, paroles d'acteurs comme les dispositifs. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.